Bienvenue dans un nouveau système, car Ark of Omen est à nos portes. Dans la lignée de Warzone Nephilim de l'année dernière, le nouveau pack de missions Ark of Omen apporte à nouveau des changements assez spectaculaires avec de nouvelles règles de construction d'armées et des mises à jour des objectifs secondaires. De plus, la sortie simultanée du Minutorum et de la Data Slate ajoute une complexité supplémentaire. Pour vous aider à y voir plus clair, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la faction des orques. Dans les Arches Fatidiques, Ark of Omen, il ne s'agit pas vraiment de ce qui a changé chez les orques, mais plutôt de ce qui se cache partout ailleurs. La perte de l'armure du mépris rend les Kikoupes un peu plus mortels. Les volants, qui pouvaient être un véritable fléau pour certaines listes orques, ont pratiquement disparu aujourd'hui, à cause du fait, notamment, que les bombardiers ne peuvent plus lâcher leurs bombes avant le tour 3, sans oublier que certaines unités problématiques ont été nerfs, comme par exemple les flammeurs de Tzeentch, qui désormais doivent effectuer un jet pour toucher, même lorsqu'ils overwatch, ce qui désormais laisse aux orques une chance pour charger. Du côté des objectifs secondaires, les orques ne sont pas à plaindre, car ils peuvent toujours les marquer assez facilement. Il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Le retour des Marines dans l'environnement compétitif et la saturation qu'ils apportent va poser de sacrés problèmes aux boys. Donc, même si nous pouvons nous réjouir un peu, nous devrons rester prudents. Heureusement, avec les réserves stratégiques gratuites, les boys peuvent choisir de se cacher plus facilement qu'avant. Du côté des changements en points, les orques ont reçu quelques baisses significatives, et plutôt bienvenues, notamment des réductions importantes sur l'équipement pour les nobs, 5 points de moins sur les flash gits et les kill à canne, ce qui rend le premier possiblement jouable et le second très bon marché. Pour ce qui est des kills à canne, je pense que c'est une piste à explorer, particulièrement en freebooters. Pour les objectifs secondaires, ils ont amélioré Get Da Good Beat, mais ont complètement supprimé Da Biggest and Da Best. Greentide est également beaucoup plus facile à réaliser, désormais la zone d'exclusion du quart de table n'étant que de 3 pouces. Globalement, cela rendra un peu moins bonne l'adoption d'un plan de jeu passif et défensif, ce qui impliquera donc plus d'interaction avec son adversaire. Pour le nouveau détachement d'Ark of Omen, il va libérer la construction des listes, mais aussi compliquer certaines choses, notamment les spécialistes mobs, comme les Truck Boys et les Horrible Gits. Vous ne pouvez en prendre qu'un par détachement. Il est maintenant moins cher d'amener 2 Warboss grâce à un nouveau stratagème Heroic Support dans un détachement. Vous payez désormais 1 point de commandement pour le stratagème au lieu de 2 points de commandement, le détachement patrouille sous Nephilim qui vous obligeait en plus à prendre une troupe. Je pense que dans les nouvelles listes orques, avoir 2 Warboss sera la norme sous Ark of Omen. Dans cet environnement, les orques devraient se situer dans le tiers A des armées. Même si je m'avance un peu, nous pourrons en tout cas faire le constat qu'en fin de saison, lorsque je ferai la vidéo tier list d'Ark of Omen, ils s'intégreront bien dans la plupart des environnements et n'auront pas beaucoup d'obstacles à surmonter. En dehors des World Eaters, la méta est susceptible de devenir beaucoup plus axée sur le tir, car le moyen le plus facile de vaincre un joueur orc est de le tuer tôt dans sa zone de déploiement. Pour ceux ayant regardé les lives du LVO et tout particulièrement les parties de Sean Hayden, vous aurez constaté qu'il utilise régulièrement sa WAG au tour 1 pour pouvoir profiter de son avancée charge ainsi que de son invulnérable 5+, afin d'atteindre le plus tôt possible les unités ennemies. Donc, si vous ne pouvez pas vous cacher et ou que vous n'avez pas d'unité en réserve, vous risquez de passer un mauvais moment, surtout face à des armées qui peuvent vous tirer dessus avant que vous n'ayez commencé la partie. Pour le côté positif, les orques sont bons, ou au moins avec une grande partie des factions compétitives. Ils vont avoir beaucoup d'unités d'échange, donc de trade, qui sont un peu plus mortelles qu'auparavant. Ils peuvent neutraliser le primaire de l'adversaire, marquer des secondaires, et même de temps en temps, en fonction des constructions, gagner des points de commandement supplémentaires. Contre les démons du chaos, le nerf des flammeurs transforme ce match-up dans lequel les orques pouvaient être défavorables en un match-up plutôt favorable, bien que les démons majeurs puissent être un problème, particulièrement le buveur de sang ne pouvant pas perdre plus de 8 points de vie par tour. Il vous faudra déborder le démon sur le champ de bataille afin de garder une suprématie sur le primaire, tout en utilisant vos ressources pour amoindrir celle du démon, ce qui vous permettra aussi bien de faire la course au primaire qu'au secondaire. La clé de succès dans ce match-up sera votre capacité à gérer votre létalité et vos ressources. Pour ce qui est des Aeldari, avec le nerf des Arlequins, ce match-up s'améliore un peu. Par contre, je reste encore un peu inquiet du retour des listes Hail of Doom, mais en dehors de cela, vous avez plus de ressources d'échange que lui, ce qui l'empêchera de suivre le rythme. Donc profitez de votre surnombre. Pour ce qui est du négatif, l'Astra Militarum. D'après moi, lorsque ce codex sera maîtrisé, l'armée sera de tier S. Ils ont des Kasserkin, une saturation de tirs performante, de nombreux tirs indirects via les mortiers, et une poignée de tanks, que ce soit le Leman Russ ou le Rogeldorn, aussi bien résistants que létaux. Ils peuvent vous éliminer proprement et simplement du champ de bataille, même si vous vous cachez, tout en empêchant une grande partie de votre plan d'infiltration et d'agression en zonant avec des sentinelles. Pour en revenir aux Kasserkin, ils peuvent se téléporter au tour 1, puis détruire n'importe quelle unité de votre armée, même la plus résistante, et peuvent aussi bloquer des mouvements, et vous empêcher de marquer des points. Le tout pour seulement 100 points l'unité. Oui, c'est ridicule, merci Games Workshop.
Pour tout cela, le match-up est très difficile. Pour ce qui est des Dark Angel avec les Terminators, ce n'est pas parce que l'armure du mépris a disparu que la voie est libre. Surtout pour l'infanterie résiliente avec objectifs sécurisés. Beaucoup de listes orques abandonneront leur pince énergétique de l'époque Néphilim en faveur d'options un peu plus légères. Cette armée sera un rappel brutal que vous avez toujours besoin d'un certain niveau de pénétration d'armure et de dégâts. Maintenant, passons aux listes. Dans un premier temps, une liste Goff. En QG, un Beast Boss on Squigozor, avec le trait Hard as Nail, offrant un -1 pour être blessé, la relique Beast Hide Mantle améliorant d'1 l'attaque du porteur et offrant une insensible générique à 5+, il sera notre seigneur de guerre. Le boss Zaxtruc, une machine à pain de force 9 perd -3 dégâts 2 à la charge, et il fiabilise la tenue du moral de vos unités de Stormboy sur la table. Avec le stratagème Heroic Support, en 3ème QG, nous avons un Warboss on Warby. En plus de pouvoir lancer la Speedwag. Entrée, nous avons Brutal but Cunning, permettant de relancer les attaques qui n'atteignent pas l'étape de dégâts. En relique, la Dakila Claw, qui est une pince énergétique dégâts 3 sans malus pour toucher. Enfin, pour finir avec les QG, en dernier choix, nous avons un World Boys avec le pouvoir psychique d'Adjump pour projeter une unité orc base et Fist of Gork afin d'améliorer la force et l'attaque d'un Warboss, particulièrement pour celui à moto. En troupe, nous avons 2 unités de 10 Beast Naga Boys, ainsi que 3 unités de 10 Gritchin. Pour les élites, 2 unités de 10 Commandos avec la bombe Squig dans chaque unité, et un Breach Aram pour l'une d'entre elles. Ensuite, une unité de 8 Nobs, tous en Big Chopper, et améliorés en Truck Boys, permettant de pouvoir débarquer après un mouvement normal de votre truck, et de pouvoir bouger, puis charger par la suite. Du côté des attaques rapides, nous avons 3 unités de 3 Squigog Boys avec une bombe Squig, et de 2 unités de Storm Boys, une de 9 et l'autre de 5. Le Nobs de la plus grande unité est équipé d'une Power Claw, le reste étant en Kikup, donc en Chopper. Pour ce qui est des soutiens, nous retrouvons 2 unités de Killrig, la première avec les pouvoirs psychiques Frazzle et Squiggly Curse pour infliger des blessures mortelles. Pour ce qui est de la seconde Killrig avec Frazzle, Gore et Spirit of Gork améliorant les attaques des montures Squig. Enfin, en transport, nous avons un truck pour l'unité de Nobs. C'est une liste de Goff Pressure. Encore la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne. Ils se déplacent rapidement sur le champ de bataille, ils tuent, marquent des points de victoire, ils meurent et ils peuvent gagner. La stratégie n'est pas compliquée, il suffit de lancer un tas de Nobs et profiter des gros qui coupent gratuits. Pour la seconde liste, nous sommes en Death Skulls. En QG, nous avons un Warboss avec le trait Brutal but Cunning, exactement comme le Warboss précédent. Nous avons un Squig d'attaque, la relique d'Aquila Claw et il a un combi Scorcha. Jusque-là, rien de spécial. Ensuite, grâce au stratagème Heroic Support, nous avons un Warboss en méga armure avec le trait Hard as Nail, permettant de réduire de 1 léger pour blessé de notre adversaire faisant des attaques contre ce personnage, et la relique d'Crushing Armor qui va améliorer la résilience de différentes manières du Warboss, que ce soit via l'invulnérable 4+, un bonus de +1 à sa sauvegarde, et avec une petite génération de blessures mortelles lorsque le personnage charge, vous sélectionnez une unité à 1 pouce et sur un jet de 2+, vous infligerez des 3 blessures mortelles. Bien entendu, ce sera le seigneur de guerre de l'armée. En dernier choix, nous avons un World Boys avec, comme tout à l'heure, les pouvoirs psychiques d'Adjump et Fist of Gork. Nous retrouvons en troupe 3 unités de 10 Beast Naga Boys et 3 unités de 10 Gritchin. Du côté des élites, 2 unités de 5 Burna Boys, avec le Spanner en Custom Mega Blasta. L'une des unités est même améliorée en Custom Job Zap Crum Spaz, permettant de générer des blessures mortelles sur des 6 pour blesser. Ensuite, on a 3 unités de 5 commandos, avec une Power Claw à chaque fois sur le Nobs. Et enfin, pour finir avec cette catégorie, une unité de 10 Nobs en Big Choppa et Chopper, améliorée en Truck Boys. En attaque rapide, nous retrouvons 3 unités de 5 Storm Boys avec la Power Claw aussi sur chaque Nobs. Du côté des soutiens, 3 Killrig, la première avec les pouvoirs Frazzle et Squiggly Curse que l'on a déjà vu, la seconde encore avec Frazzle et Beating Joe pour infliger encore des blessures mortelles. Et enfin la troisième Killrig avec Frazzle et Roar of Mork. Pour finir avec tout ça, en transport, ne l'oublions pas, nous avons un truck, parce qu'il faut bien déplacer les D-Nubs. Tout droit sorti du format WTC, voici un style de liste que j'ai appris à apprécier et qui a un certain nombre de représentants derrière lui. Cette liste des Skulls aime marquer des points de manière passive. Malheureusement, elle subit un léger nerf dans Arc of Omen, avec la perte de Da Biggest and Da Best. Cependant, elle est incroyablement douée pour mettre à zéro les scores primaires de l'adversaire. Elle utilise son niveau massif d'objectifs sécurisés et de mobilité pour simplement voler des objectifs. Et il a assez de létalité pour gérer les problèmes, et marque ses secondaires avec facilité. Globalement, les orques sont plutôt gagnants avec la disparition de l'armure du mépris, rendant leur Kikup bien plus performant que sous Néphilim, bien qu'avec les nouvelles constructions à cause du détachement Arc of Omen, les spécialistes mobs soient moins utiles.
Vous gagnez un apport en points de commandement, même léger pour l'intégration d'un second warboss, sans mettre en péril les anciennes constructions déjà connues, tout en profitant de quelques baisses en points, ce qui permettra aux listes orques d'inclure toujours plus d'unités de trade, donc d'échange, afin de submerger leur adversaire, sans que leur mécanique principale ne change. Bien que l'on n'ait pas discuté de tout, je trouve tout de même dommage la limitation de certains véhicules qui sont restés dans la data slate, car cela aurait pu enrichir la diversité des listes orques. Enfin, parmi les pistes à explorer, il y a les freebooters, particulièrement avec la baisse en points des Killakan. Il y a peut-être matière à faire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. Cela aide énormément la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.